C'est un endroit qui n'a pas été prévu pour les hommes, encore moins pour leurs enfants. Plus de 10 000 personnes ont pourtant élu domicile ici, à Sitio Damayan, un village sur la décharge. Loin des gratte-ciel du centre-ville, le quartier nord de Tondo. Et à l'extrémité du port, le quai 18. C'est là que Manille relègue ses ordures et ses habitants les plus pauvres. Dès les années 80, les images de sa décharge ont fait le tour du monde. On l'a appelée Smoky Mountain, soit la montagne fumante, devenue le symbole de la misère philippine. Officiellement, Smoky Mountain a fermé il y a 16 ans. Et sur les restes de plastique, la nature reprend péniblement ses droits. En fait, le balai des camions poubelles s'est simplement déplacé à 500 mètres de là. 1 millier de tonnes de déchets continuent d'arriver chaque jour, les rejets de la ville la plus densément peuplée au monde. Les familles de Sitio Damayan ont fait de la poubelle leur métier. Elles se nomment elles-mêmes les scavengers, littéralement, les charognards. « 5h30, la décharge se réveille. Les journées commencent tôt pour John Paul, 11 ans. Il vit avec ses tantes, Lorena et Joe, dans cette cabane de bois encombrée d'environ 7 mètres carrés. Cette maison, on la loue. Et pour l'électricité, on se connecte sur celle de ma tante à côté. On lui paye 3 € par semaine. Et pour le loyer, on paie 10 € par mois. C'est pour ça que notre vie est difficile ici. On est tout le temps juste. Disons qu'une fois payé ça, on n'a pas assez pour remplir les estomacs. Ce matin d'ailleurs, ce sera une cigarette pour Lorena et une tasse de café. Dans une tasse de café, on boit tous les 3. Une seule tasse ? Oui, une seule. C'est comment la vie ici, John Paul ? Ici, il y a de la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est ensemble. On voit surtout des ordures. T'as entendu ça, John Paul ? John Paul, va mettre tes bottes dehors. Avec un élastique et des bouts de chaussettes, John Paul se fabrique des genouillères. Des bottes, une pique et un sac. La collecte peut commencer. Chaque matin, il sort avec sa tante dès qu'il fait assez clair. On vient à cette heure-ci parce qu'on veut être les premiers. John Paul a atterri à Sitio Damayan il y a 3 ans. Quand il a perdu sa mère, puis sa grand-mère, ses tantes ont dû vendre la maison familiale pour payer les funérailles. Le ramassage des ordures est désormais leur seule source de revenus. Plastique, métaux, John Paul scrute chaque détritus pour récupérer un peu de matière première. On cherche, on fouille. Il faut continuer même si on ne trouve rien et qu'on n'en peut plus. Sinon, on n'a pas assez d'argent pour acheter ce qu'il nous faut. John Paul ne va plus à l'école. Là, il y a de l'acier. Aux Philippines, c'est gratuit, mais il n'a pas de quoi payer les fournitures et l'uniforme. Ça fait du mal de penser que tout ce que je veux faire dans ma vie, c'est ramasser les ordures. J'ai un peu peur de ne pas faire d'études. Ils vont passer plus de 2 heures, le dos courbé sur les ordures, jusqu'à ce que leur sac soit plein.
Il faut ensuite tout trier. Avec ça, je peux aller jusqu'aux États-Unis. Flacons, boîtes de conserve, gobelets en plastique. 10, 30 ou 40 centimes d'euros le kilo. Lorena a ses techniques pour vendre le plus cher possible. Une par une, à la brosse à dents si nécessaire, elle lave chaque bouteille sale. Entreprise longue et fastidieuse, mais propre, le kilo de plastique vaut 40 centimes au lieu de 5. C'est bon là, c'est propre? Elle frotte un petit peu plus. John Paul, si tu avais beaucoup d'argent, tu achèterais quoi pour toi? Des choses pour la maison. J'achèterai tout ce dont on a besoin à la maison. Et je ferai des stocks. Mais si tu avais beaucoup d'argent? Fais pas le timide. Dis-le, qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Des vêtements, par exemple? Oui, des vêtements neufs. Et puis on pourrait acheter une maison pour nous. Lorena et John Paul revendent à un acheteur installé à quelques mètres de chez eux. Il récupère chaque jour quelques 500 kilos de matière et les revend ensuite à un grossiste basé au Venezuela. C'est des cuirs en plastique. Ce jour-là, les efforts de John Paul et sa tante leur rapportent 130 pesos, 2,50 €, à peine de quoi survivre jusqu'au lendemain. La petite famille gagne rarement plus, car elle se contente d'une toute petite zone de collecte, de quelques sacs tombés des camions. Il y a 3 ans, c'était ici encore une grande étendue de détritus où chacun pouvait se servir. Désormais, pour trouver des poubelles de premier choix, il faut prendre plus de risques. Les déchets sont maintenant déversés directement sur des barges et acheminés plus au nord, quand ils ne sont pas largués en route. C'est une société privée qui gère le site. Impossible de s'approcher du quai avec une caméra ou un appareil photo. Notre présence dérange. Marie-Tess, 29 ans, écume la décharge depuis qu'elle est toute petite. Pour nous, elle a accepté de se rendre sur la barge, équipée d'une petite caméra. Passé la sécurité, nous découvrons l'effervescence d'une fourmilière. Sur la barge de quelques 500 mètres carrés, sous un soleil écrasant, les fouilleurs se disputent leur gagne-pain. Ils sont plus d'une centaine juchés sur les ordures. Indifférents aux chiffonniers, les camions déchargent à la queue leu-leu, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Une pelleteuse ramasse et tasse inlassablement. Théoriquement, les gardes n'acceptent pas les enfants. Trop dangereux. Mais les plus téméraires n'hésitent pas. Sur la barge, ils peuvent récolter 2 fois plus d'argent qu'à ses abords. À quelques mètres des barges, voici la plage. Les enfants viennent ici jouer ou se décrasser après le ramassage. L'an dernier, 3 d'entre eux ont perdu la vie sur la barge, dont un adolescent de 13 ans. Marie-Tess était là, mais n'a rien pu faire. L'an dernier, le petit John Mark est mort. On avait le même acheteur. On était très proches. Il n'a pas vu la pelleteuse qui a tourné.
Elle a heurté son visage. Et puis il est passé sous les roues. C'est comme ça que son visage a été écrasé. Ses yeux ont sauté. Tous ici connaissent les risques, mais rares sont ceux qui renoncent à la barge. Vivre des ordures est aujourd'hui plus difficile pour toutes les familles du bidonville. Un homme tente comme il peut d'alléger leur quotidien. Ici, le père Daucher ne va nulle part sans qu'un essaim d'enfants se crée dans son sillage. Ce jésuite français de 36 ans a appris avec eux leur langue, le tagalog. Galing kayo sa hulingan? Galing kayo sa hulingan? Halata yata. Le père Daucher est arrivé il y a 15 ans comme séminariste pour aider les enfants des rues de Manille. Puis il a découvert la décharge et ses familles délaissées par les autorités. Quand on entre ici, on a l'impression de rentrer dans une grande poubelle où on a jeté des milliers de familles. Ici, non seulement c'est la misère, mais c'est une misère qui abîme profondément leur dignité. Au cœur même de la décharge, il a fait construire un centre d'accueil grâce à des dons. Planté sur une simple dalle de béton, le bâtiment est modeste. Mais à Sitio d'Amayan, c'est presque un château. Ici, on nourrit des enfants de la décharge, on les soigne si besoin. Il y a une maternelle pour les 4-6 ans, du soutien scolaire pour les plus grands, et bien souvent un soutien tout court aux parents. Le père Daucher y veille, accompagné de Gloria, son bras droit. Ce jour-là, une jeune femme a besoin d'aide. Jayan est sur le point d'accoucher. Son aîné est en pleine crise d'asthme et dans sa cahute, plus d'électricité. D'habitude, on prend celui du centre. On va te raccorder à l'électricité du centre. J'ai une rallonge de 10 mètres. On va te la donner. Si on passe pas, elle n'a pas encore le réflexe de se dire mais autant aller au centre, on est là pour un accueil. Elle a l'impression qu'elle doit se débrouiller par elle-même. Il faut leur donner cette espèce de petit réflexe en disant il y a des choses toutes simples à faire, ne serait-ce que de sortir sa fille pour qu'elle puisse mieux respirer à l'extérieur. C'est des choses toutes simples. Hein. On le voit pour les plaies, les petites plaies qu'ils vont facilement laisser, alors que si elles savent comment traiter une petite plaie, ça évite une infection et toutes les conséquences qu'il peut y avoir avec. Hein. Malheureusement, les solutions ne sont pas toujours si simples. Le père Daucher se rend chez la maman d'Eddie Boy, 10 ans. Un petit garçon qui est inscrit au centre. Ay! Oula! Kumusta na? Okay lang sa'yo pag papacheck up ka? Okay lang ba? Kailangan yan. Kasi nakikita mo talaga na namamaga pati dito, no? Di ba? Okay lang sa'yo? Huwag kang matakot sa expense. Wala kang mababayaran. Amélita, 45 ans, est très malade depuis 3 mois. L'infection semble se généraliser, son corps se remplit d'eau. Para mawala yung Eddie ouvre le volet. Faute de moyens, Amélita a pour l'instant renoncé à se soigner. Dans ce pays très catholique, les plus pauvres s'en remettent à Dieu. Parfois, quand j'ai vraiment du mal à respirer, je dis Dieu, prenez-moi et arrêtez ma souffrance. J'accepte. Je lui dis que je les lui confie. Il devra veiller sur eux. Ako yung bahala. Eddie, punta ka araw-araw dun kay Nanay Glo dun sa center, ha? Promise, ha? Le père Daucher partage son temps entre les 24 centres que sa fondation a créés dans Manille. Il rentre rarement chez lui, avant 10 h du soir. Sa paroisse se trouve à plus d'1 heure de la décharge. Il officie dans 7 églises du centre-ville
coincé sous le périphérique. Pour éviter les bouchons quotidiens, le jeune prêtre a passé son permis moto. Le diocèse de Manille met à sa disposition une chambre spartiate. Le père Daucher vit son engagement auprès des enfants comme un sacerdoce. Même la décoration en témoigne. Ça, c'est un portrait du Christ qui a été dessiné par un des enfants de la rue, en 2008, vous voyez. Et il m'a offert ce portrait-là que je trouve très parlant parce qu'il a une expression très compatissante. Donc c'était étonnant, ce jeune avait 14 ans quand il a dessiné ça, il est doué. Hein, Pas de photo de famille? Si. Et mes parents. Voilà. Vous avez laissé toute une vie derrière vous, en fait. Oui, c'est d'une certaine façon la dimension la plus difficile à vivre personnellement. C'est d'être loin de sa famille et de ses amis. Originaire de Versailles, le père Daucher a choisi d'être ordonné ici, pour ne jamais être rappelé en France. Un choix radical qu'il ne regrette pas, malgré les épreuves. Ce que je peux vivre, moi, parfois comme découragement, j'arrive pas à la cheville de ce qu'eux vivent. Donc, et puis ce sont des enfants, des jeunes. Donc on a une force pour aller de l'avant, oui. Oh, bah, je suis pas prêt de partir. À Sitio d'Amayan, vaille que vaille, Amélita, la maman d'Eddie Boy, s'organise. Depuis qu'elle est malade, elle ne peut plus ramasser les ordures. Alors son grand-fils de 22 ans s'en charge, le soir, sur la barge. Eddie Boy apporte aussi sa contribution. Son travail à lui, c'est le charbon. Dans ce coin de la décharge, des habitants se sont mis à fabriquer du charbon de bois. Une activité qui plonge les habitants dans une épaisse fumée, 24 heures sur 24. Le bois brûle 3 jours à l'étouffer, avant d'être mis en sac. Les enfants sont autorisés à fouiller les cendres pour récupérer les restes. C'est quoi la bonne taille? Ça, c'est la bonne taille. Et qu'est-ce que tu prends pas? Ça, c'est trop petit, c'est pas bon. Dès l'âge de 4 ans, les petits se font quelques pièces avec ces copeaux. Ils utilisent aussi des aimants pour récupérer des clous noircis. C'est à qui cet argent? C'est pour les 2 kilos. Mais c'est à qui? C'est pour tes clous de ce matin. Combien de kilos? On partage, ça fait 10 chacun. 10 pesos, soit 20 centimes d'euros. Charbon! Charbon! Non, c'est trop écrasé, j'en veux pas. En faisant du porte-à-porte avec ses petits sacs de charbon, Eddie Boy va récolter pour sa mère 40 centimes supplémentaires. Sa tâche accomplie, il se rend directement au centre du père Daucher. 17 volontaires, pour la plupart des mamans du bidonville, prennent en charge les enfants. Après une douche de rigueur, Eddie Boy a droit à un repas gratuit. Du riz, des légumes. Une centaine d'enfants vient ici manger chaque jour. Saya. Je suis content. Pourquoi? Parce que je suis en train de manger. Chez moi, c'est pas aussi délicieux qu'ici. Et puis à la maison, on mange pas tous les jours. Au programme cet après-midi-là, une sorte de centre aéré. Ça, c'est pour toi. Les enfants, il faut pas les perdre, hein? Les éducateurs ont prévu une session de coloriage en plein milieu de la décharge. Qu'est-ce que je dois faire?
Entouré? Non, vous coloriez les objets qui commencent par la même lettre. Voilà, comme ça. Colorie ça. Celui-là et celui-là. Quelques heures par jour, Eddie Boy et les autres peuvent redevenir des enfants. Oublier les déchets sous leurs pieds. Le lendemain, c'est jour de fête au centre. En une nuit, l'endroit a été transformé. La petite communauté célèbre la fin de l'année scolaire. At mga bata, maraming salamat po din sa inyo. Kasi dahil pupunta kayo dito at wala kayong sawang mag-aral, alam natin may pag-asa kami na makapagtapos kayo ng pag-aral. So maraming salamat po sa inyong lahat at mga bata, lipad ang pangarap natin. Le prix du plus serviable, Eddie Boy. Congratulations. Arab. C'est une tradition dans toutes les écoles du pays. Alors ici aussi, les enfants sont récompensés. Le plus travailleur, John Paul. John Paul aussi peut monter sur scène. Lui qui ne va plus à l'école a été très assidu au soutien scolaire de l'association. Une grande fierté pour sa tante. C'est la première fois que je monte sur une scène. J'ai eu des enfants et des petits-enfants et j'ai jamais vécu ça. Je suis vraiment touchée et j'ai envie de pleurer. C'est à cause de ma joie. Il a eu un prix, même si c'est juste un prix de l'association. À la prochaine rentrée, John Paul espère rejoindre un cursus normal, en CE2 à l'école publique. La fondation a promis de lui fournir le matériel nécessaire. Chaque enfant rescolarisé, c'est une petite victoire pour le père Daucher. Pourtant, le prêtre n'est pas dupe. Ces fonds ne lui permettent d'aider que 250 enfants chaque année sur les 8000 que compte Sitio Damayan. Jeff est mototaxi dans le quartier de Blumentritt, à Manille. Comme chaque jour, il termine sa tournée à 20h. Vous allez voir, il y a plein d'enfants qui dorment dans la rue. Moi au moins, j'ai la chance d'avoir un toit. Jeff a un toit dans un endroit un peu particulier. Le cimetière nord de Manille. Comme il n'a pas assez d'argent pour louer un appartement, il a élu domicile dans une tombe. La tombe d'une dénommée Maria de la Cruz et de sa famille, enterrée ici depuis plus de 40 ans. En tout, 6 mètres carrés qu'il partage avec sa femme et leurs 3 filles. Moi je dors sur la tombe. Yvonne et ma femme Sarina ici, Yuki là-haut et le bébé de ce côté. Jeff, 28 ans, a toujours vécu ici. Avant de le rencontrer, Sarina habitait en ville, chez ses parents. Comment vous avez réagi la première fois qu'il vous a invité ici? J'ai eu peur. J'étais surprise. Je pensais que c'était une maison, et en fait c'était un cimetière. Il ne vous avait pas prévenu?
Il m'avait juste dit qu'on allait dormir chez lui. Et en arrivant, j'ai vu des tombes partout. C'était il y a 5 ans. Sarina avait 17 ans. Par amour, elle est restée. Chérie, je prépare le riz. On a pris l'habitude de manger dans la tombe. Et vous pensez aux gens enterrés ici? Quand on mange, c'est un peu comme si on les invitait à manger avec nous. Et ça vous fait pas peur? Ils sont plusieurs dans cette tombe. Et pas un seul ne s'est encore montré. Ça veut certainement dire qu'ils nous ont acceptés. Allez, tout le monde à table. Au menu, poulet adobo, le plat national philippin. Bon appétit. Avec son boulot de mototaxi, Jeff gagne 3 € par jour. C'est 3 fois moins que le salaire minimum aux Philippines, mais assez pour survivre dans le cimetière. Allez, Yuki, au lit. Je veux pas me coucher. La tombe en granit a accumulé la chaleur écrasante de la journée. À 22 h, il fait 32 degrés dans la tombe. Papa, je veux pas me coucher. Ça suffit, Yuki. Tu vas prendre une fessée. Allez. Couche-toi sur ton sac en plastique. Allez, j'éteins. La famille de Jeff a un toit et surtout elle vit en sécurité. Car ici, contrairement à la rue, il n'y a jamais d'agression. Le cimetière nord, c'est 1 million de personnes enterrées en plein cœur de la capitale des Philippines, sur 54 hectares. À cause de la pauvreté galopante qui ronge le pays, des centaines de familles y ont trouvé refuge depuis les années 80. Une population de 10 000 personnes qui vit dans cet endroit où se déroule chaque week-end une centaine d'enterrements. Une ville au milieu des morts, avec ses commerces, comme la tombe-épicerie de la famille Akpawa. Cela fait 30 ans qu'Avelina et sa fille Dang habitent ici. Ce matin, Dang prépare sa spécialité, les beignets de banane. Bas les pâtes. Beignets. Beignets, beignets. Dans les allées du cimetière, ces beignets font un tabac. Elle les vend en porte-à-porte. Ou plutôt, en tombe à tombe. Alors papy, je t'en mets combien? 2 comme d'habitude? Je vous aime bien, vous êtes des bons clients. Beignet. Et toi, prends-moi un beignet au lieu de téléphoner. Avec ses beignets et son réseau de clients, Dang récolte en 1 heure ce qu'un moto-taxi gagne en 1 journée. Merci. Ils sont bons, mes beignets. Dans le cimetière, il y a une trentaine d'épiceries, comme celle de Dang. Et comme dans toute ville, il y a les bonnes adresses. Danny Popoy et ses nouilles sautées, réputées dans tous les caveaux. Rue 18, il y a la tombe Manucure, tenue par Ruby Anne. Vous allez être belle comme une star.
Moi, je viens ici régulièrement, au moins 2 fois par mois, pour me faire les ongles. Ça me coûte 2 €. C'est pas parce qu'on vit dans un cimetière qu'on peut pas rester coquette. Une ville-cimetière très organisée. La sépulture-garderie, tarif 50 centimes par jour et par enfant. Et puis le mausolée Bingo, où l'on vient tenter sa chance. 5-1. Bingo! 5-1-16-2-1. J'ai gagné. Le gros lot, c'est 4 €, plus qu'une journée de travail. Pour les jeunes, il y a la chapelle basket. Et un peu plus loin, dans le tombeau de la famille Binagan, MC Christo, le rappeur du cimetière, en pleine répète. Tous vivent dans des tombes qu'ils ont aménagées comme des petites maisons. Contrairement à la France, où vivre dans un cimetière est illégal, la loi philippine le tolère. D'abord, pour les personnes propriétaires du caveau familial, comme Dong, la vendeuse de beignets. Là, il y a ma fille, Maria Katrina. Elle n'a vécu que 18 jours. Elle est morte de quoi? Une maladie, on n'a jamais su ce que c'était. Ensuite, il y a Roberto, mon père. Et là, c'est mon cousin et ma tante. Mon frère dort ici. Une tombe avec tout le confort moderne. Ici, il y a les toilettes. Et derrière? Derrière, c'est la cuisine. On a retourné les casseroles car il y a beaucoup de chats et de rats. Un 3 pièces cuisine, où Dong a même fait installer l'électricité. Cela lui coûte 30 € par mois. Nous, on dort là-haut. Montez, faites comme chez vous. Ma fille et ma mère dorment ici. Il y a aussi une autre chambre. C'est là que je dors avec mon fils. David, 12 ans, étudie dans un collège en ville. Sa sœur Kim, 18 ans, prépare une licence de tourisme à l'université. Je voudrais être hôtesse de l'air ou même travailler à l'aéroport. Et tes amis pensent quoi quand tu leur dis que tu habites au cimetière? Ils pensent que ça fait peur, mais moi non. Et ça te fait quoi de dormir au-dessus de ton grand-père qui est mort? Je suis heureuse, mais en même temps, il me manque. Et vous, votre mari, il vous manque? Bien sûr, ce gars, c'était une perle. Mais on est toujours ensemble. On s'était dit pour le meilleur et pour le pire. Il y a les propriétaires et les autres, ceux qui ont passé des petits arrangements avec les morts, ou plutôt avec leurs proches. C'est la grande majorité des habitants, comme Mario, qui vit dans cette tombe avec terrasse. Il a conclu un marché avec la famille De Castro, occuper le caveau de leurs ancêtres gratuitement, contre un entretien régulier. Il a aussi négocié un boulot de concierge avec une autre famille pour l'une des plus incroyables sépultures du cimetière. Je vais vous montrer la tombe. Ce sont de riches négociants. C'est la maman qui est enterrée là. Il y en a pour 20 000 €. Rien que la dalle a coûté 5 000 €. C'est du marbre perle bleue. Faut que je nettoie tous les jours. Il y a plein de poussière qui rentre là-dedans.
Au mur, des photos de la défunte. Elle aimait bien Elvis Presley et une célèbre marque française avec un crocodile. Regardez, il y a même la clim. Et elle marche. Par là, c'est la cuisine. Ils ont laissé leurs affaires. Aux Philippines, passer quelques jours au cimetière auprès de ses morts est ancré dans la tradition populaire. Chacun le fait suivant ses moyens. Ici, la famille a transformé sa tombe en résidence secondaire. C'est là qu'ils dorment. Il y a la télé ici. Les toilettes. C'est une des plus belles tombes du cimetière. C'est même mieux que certains appartements. Mario et ses petits-enfants peuvent utiliser les toilettes à leur guise, mais la famille ne les autorise pas à dormir dans cette tombe 4 étoiles. Pour ce boulot de gardien, il est rémunéré 30 € par mois. Un bon complément à son salaire de graveur de stèles qu'il exerce dans le cimetière. Ici, tout le monde essaye d'améliorer son quotidien. C'est le cas de Jeff, le mototaxi. Cela fait 2 mois qu'il économise. Il s'est acheté un ventilateur, car en ce moment, il peut faire plus de 40 degrés pendant la journée. Pour le faire fonctionner, il va devoir se connecter au réseau électrique de son oncle, qui vit dans la tombe voisine. Passe le fil par la fenêtre. Comme ça, on ira jusqu'à chez moi. T'as pas une prise plus proche? Non, il n'y a que celle-là. C'est toujours branché de l'autre côté? Jeff participera à la facture d'électricité du tonton. Allez, dégagez, dégagez. C'est pas un peu dangereux, votre installation? Parfois, je me prends quelques châtaignes, mais c'est supportable. C'est seulement du 110 volts. Mes filles vont être contentes. Yuki et sa sœur ont déjà été hospitalisées à cause de la chaleur. Maintenant, elles vont avoir de l'air. Maintenant, branche-le. Le bonheur, simple comme un bout de fil, au fond du caveau. Dans le cimetière, la moitié de la population a moins de 20 ans. Tous ont grandi au milieu des tombes. Comme Moi Moi à gauche, 7 ans, et son copain Cédric, 9 ans. Ils en connaissent les moindres recoins et se sont habitués à vivre avec les morts. Ça vous fait pas peur? C'est que des os. Moi, j'ai plus peur des vivants que des gens qui sont morts. Et regardez en bas, il y en a encore plein. Un lieu de vie qui favorise une imagination débordante. Tous les enfants du cimetière ont leurs petites histoires, bien à eux. Moi, un soir, j'ai vu plusieurs fantômes au bout de mon lit. Je me suis cachée sous le drap. Après, mon papa est arrivé, et il a éclairé et ils ont tous disparu. Moi, souvent, je vois un monsieur sans visage, tout en noir. Il y a aussi un couple qui se promène la nuit dans les allées. Le cimetière, un univers pas très ragoûtant, mais on ne tombe pas plus souvent malade ici que quand on vit dans la rue. Pour se faire de l'argent de poche, il suffit d'aller voir le fossoyeur, Monsieur Alfredo.
Le contrat de cette dame est terminé. Du coup, on va enlever le corps et on va le déplacer ailleurs. Et puis après, quand la famille viendra, on lui dira quoi faire avec les ossements. Les familles des plus pauvres ont signé une CDD, une concession à durée déterminée. 140 € pour 5 ans et pas un jour de plus. Allez, embarquez-moi ce sac là. Moi Moi et Cédric mettent la main à la pâte. Le corps est peut-être encore entier. Voilà le cercueil. 5 ans, c'est le temps nécessaire pour qu'un corps ne soit plus composé que d'ossements. Pour vider le cercueil, Alfredo est rémunéré 30 € par la famille. Faut vous habituer les gars, parce que si vous savez tenir des os, vous pourrez peut-être faire ce boulot, non? Moi Moi, ça te plairait de faire ce boulot? Moi, je veux bien ouvrir des cercueils pour gagner un peu de sous si ça peut aider ma famille à acheter à manger. Il faut bien travailler pour gagner de l'argent. Allez, à 3, on soulève. Allez, plus bas. On pousse et on le remet. Plus tard, le cercueil sera enlevé, puis brûlé par l'administration du cimetière. Tenez, 5 pesos chacun. Allez. Bravo. Ici, la plupart des enfants ne va pas à l'école. Même si elle est gratuite, les familles n'ont pas les moyens de payer le transport, la cantine et les fournitures scolaires. Alors Guy, un Belge travaillant pour une ONG, offre à quelques-uns la possibilité de s'en sortir. Chaque samedi, il improvise des cours de lecture et d'écriture pour une trentaine d'enfants. Une salle de classe dans un caveau abandonné. Dahan-dahan. Lahat ng letter tama na. Tama na. Okay. Sama. Certains enfants, comme Cédric, sont allés à l'école en début d'année, et puis très vite, ils ont craqué. À rester toute une journée dans l'école, rester assis, ben vous imaginez pour un enfant comme lui, c'est trop. À 9 ans, Cédric sait compter mais ne sait toujours pas lire. Moi Moi, en revanche, est un des meilleurs élèves de la tombe. Qu'est-ce qu'il dit, le renard? Il dit Vas-y, relis. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Moi Moi, avec tous les exercices qu'il fait ici, ben, il a gagné beaucoup de confiance et ça y est, ça marche. Hein. Wow, tout le monde a gagné. Touché. Ça marche tellement bien pour Moi Moi qu'il va bientôt intégrer une classe de CE1 dans une école publique de Manille. Un projet réalisable grâce à sa mère qui s'est sacrifiée en quittant sa famille pour aller travailler au Koweït. Une fois par mois, le petit garçon peut lui parler sur le téléphone de sa tante. Bonjour mon fils adoré. Je voulais te dire que tu me manques beaucoup. Moi aussi. Cela fait 1 an que Marielle n'a pas vu ses enfants. Elle vit à Kuwait City où elle a trouvé un travail de domestique. Chaque mois, elle envoie 150 €, la moitié de son salaire. Tu sais, Moy, je suis partie très loin pour vous offrir une vie meilleure. Travaille bien à l'école, mon fils.
Il faut continuer tes études si tu veux réaliser ton rêve de devenir policier. T'inquiète pas, maman. Je te promets que je vais bien travailler. Et comme ça, après, moi aussi, je pourrai vous aider. N'oublie pas que je vous aime très fort et que j'essaye de survivre ici, loin de vous. Au revoir, maman. Prends soin de toi. Je t'aime. Ce que ne sait pas Moi Moi, c'est que sa maman n'est pas près de rentrer. Elle s'est donné encore 2 ans pour financer les études de son fils. En attendant, c'est son père, Michael, 28 ans, balayeur de tombes, qui fait la nounou. Il doit gérer Moi Moi et ses 3 frères et sœurs, une organisation quasi militaire. Dîner servi à 19h et douche à 20h dans la tombe salle de bain. Il faut qu'il se douche tous les jours pour être propre et pour pas qu'il se gratte. Allez, au lit maintenant. Pamela, la grand-mère, s'occupe du coucher. Loin des cafards et des fantômes improbables, le petit garçon de 7 ans s'accroche à son rêve. Moi, je voudrais une belle et grande maison. Où ça? Loin d'ici. Une vraie maison, c'est ce qui est de plus important pour une famille. Allez, j'éteins maintenant. Aujourd'hui, le cimetière nord de Manille affiche complet. Des centaines de familles attendent à l'extérieur qu'un caveau se libère pour pouvoir, elles aussi, commencer une nouvelle vie entre les morts.